On va se refaire la cerise. Le podcast de l'expert vélo avec Michael Carminati. Aujourd'hui, on prend la route du très long. Ces épreuves d'ultra-distance où la gestion du rythme, du matériel, de l'alimentation et du mental deviennent aussi importantes que la puissance dans les jambes. Parmi ceux qui excellent dans ce domaine, il y a un passionné capable d'enchaîner les kilomètres sans perdre le sourire. Il a remporté les mythiques 24 heures du Mans à vélo et chaque année, il s'aligne sur la Race Cross France, l'un des rendez-vous incontournables de l'ultra-cyclisme. Avec lui, on va parler de préparation, d'endurance, de matériel, mais surtout de conseils pratiques pour celles et ceux qui veulent se lancer dans la longue distance. J'accueille Guillaume Échard. Vous écoutez On va se refaire la cerise, le podcast de l'expert vélo. Salut Guillaume. Salut Mika. Ça me fait plaisir de te retrouver derrière un micro. Ouais, on remonte un peu le temps. On remonte un peu le temps, c'est ça. Hein. Moi avec des cheveux blancs, mais l'idée c'est que on a travaillé ensemble chez Specialized, c'est pas un secret, mais moi j'ai eu la chance de te suivre un petit peu de loin parce que t'es quelqu'un de très discret et pourtant t'es quelqu'un qui fait énormément de choses à vélo. Guillaume Échard. Alors je vais reprendre un petit peu ton palmarès tout à l'heure parce que j'ai une liste qui est quand même faramineuse. T'es un passionné de longue distance. Hein. On va d'abord, peut-être avant de parler de ça, commencer par te présenter. Guillaume Échard, quel âge et qu'est-ce qui fait Guillaume Échard dans la vie ? Oui, donc je travaille chez SP depuis 8 ans et ça m'a un peu apporté aussi des compétences en plus et de l'expérience en plus pour me développer et aussi prendre plus de plaisir sur le vélo et aller crescendo aussi dans la pratique. Je crois que tu fais un petit peu de tout, c'est-à-dire que moi je t'ai vu en début de saison aller faire des passes, alors maintenant ça s'appelle passe open, d'aller courir un petit peu à droite à gauche. Alors ça c'était plutôt dans mes premières pratiques, quand j'ai commencé à faire du vélo, on ne sait pas trop dans quelle direction on va. Donc on essaie d'aller se confronter et voir ce qu'on est capable de faire et aller chercher ses limites et on apprend beaucoup en faisant ça. Ton job aujourd'hui c'est à la télévente, donc tu assistes les commerciaux sur le terrain, oui. Les commerciaux Specialized sur le terrain, donc tu es en contact avec les nombreux magasins Specialized France. Oui, c'est du support et on essaie d'être là aussi pour les consommateurs finaux avec la bonne qualité de service et des bons produits. Donc tu as une super connaissance du matériel, du monde du vélo, mais du monde du vélo professionnel, et puis aussi tu as cette partie amateur, très gros amateur, pratiquant. Quand est-ce que ça t'est venu de l'idée de dire tiens je vais faire des sorties longues? Comment est venue cette passion pour la longue distance? Alors ça est venu il y a quand même pas mal de temps maintenant, donc j'ai 37 ans et ça fait quasiment 20 ans que j'ai goûté au plaisir de faire du vélo de route et d'avoir cette sensation de glisse qui est assez exceptionnelle quand on le connaît pas. Donc j'ai fait un peu des sports divers et variés pendant mon enfance et j'ai testé un vélo de route et là ça a été le coup de cœur. Ça a été vite un outil pour se déplacer déjà, voir du paysage et le petit enfant un peu qui sommeille en toi, tu prends un peu tes ailes et tu découvres un petit peu le monde et surtout la France pour le coup. Donc j'ai commencé surtout à me déplacer entre la Vendée où je suis né et voilà, la région parisienne où j'avais un peu ma famille du côté de mes grands-parents et j'allais à vélo et j'essayais d'aller toujours plus loin dans mes petites tentatives. Et à cette époque-là, on n'avait pas de GPS, on n'avait rien. Donc c'était du plaisir et de la découverte. T'es pas originaire de Valence, hein, les bureaux de France sont à Valence, mais je crois que t'as poussé ailleurs en France. Hein. Alors j'ai beaucoup vadrouillé en Vendée et depuis que je suis arrivé à Valence, c'était aussi un choix de ma part parce que étant passionné de vélo, forcément on cherche un cadre et des routes qui te donnent envie d'aller rouler. Et là, l'Ardèche, mais pas que, il n'y a pas que l'Ardèche, c'est un terrain de jeu super pour tout pratiquant. Il y a tellement d'options, on ne sait pas où aller, donc c'est trop bien. En termes d'expérience, alors moi je le sais, mais on va essayer de le faire comprendre à nos auditeurs. On va parler des 24 heures du Mans. Mm-hmm. Tu les as fait de nombreuses fois. Combien en tout ? Alors j'ai fait 4 ou 5 fois en solo, j'ai fait aussi à 2, à 4, 2 fois. Ça a été un fil rouge un peu dans ma pratique pour voir comment je m'améliorais. Et ça a été un truc assez fort parce que en tant que débutant à la base, jamais, mais vraiment jamais,
je pensais être capable de faire une performance qui, moi, me suffisait, mais de là à jouer la gagne, ça, jamais je pensais être capable de faire ça. J'étais assez besogneux, mais j'ai réussi à le faire, et c'est quelque chose qui me suit un petit peu, et qui en suit aussi d'autres. C'est un peu une référence quand même de se challenger sur 24 heures. Tu les as gagnés combien de fois? Une fois. Une fois. Et je crois que alors on avait essayé de parler. Alors je sais qu'il y a quelqu'un qui nous écoute qui s'appelle Fabien Brochard, qui t'a souvent accompagné justement pour te faire l'assistance sur les 24 heures du Mans. Mais il y a eu un petit peu les deux extrêmes, c'est-à-dire que il y a eu une fois où tu es reparti avec un échec, où t'es pas arrivé au bout comme tu le voulais, et il y a la fois où tu l'as gagné. Il y a combien d'années qui se sont passées entre les deux, et peut-être nous raconter un tout petit peu quelques anecdotes du passage de l'un à l'autre, parce que tu es arrivé là-dessus et après tu as progressé quand même d'année en année. Oui, alors moi ce qui me faisait vibrer à la base, c'est déjà la nouveauté, sortir sa zone de confort et de faire la plus grande distance possible sur 24 heures, c'était ça qui me m'animait à la base. Et tant que je suis assez têtu, mais dans le bon sens du terme, c'est que tant que j'ai pas fait une petite copie que je juge pas loin d'être parfaite, j'avais tendance à y retourner. Donc là, on va dire que les 2 dernières fois où j'y étais, j'avais fait une bonne copie, mais je cherchais le petit truc en plus, aussi l'adversité. C'est quelque chose qui repousse bien aussi les limites, et j'aime bien aussi cet aspect compétition qui a quand même pas mal au Mans. C'est un peu plus coursier que ultra comme épreuve. Et puis après, je me suis aussi nourri d'échecs que j'ai eu là-bas, ou d'épreuves annulées en raison Covid, etc. J'avais une année, je m'en souviens bien, j'avais tout préparé nickel, et je fais mes valises, etc. Je prépare les vélos, tout est nickel. Je mets en route pour la Sarthe, et là j'apprends que c'est annulé. Donc forcément, après, là, il y a la déception. Après, on comprend les raisons. C'était un épisode un petit peu spécial. Et après, il faut trouver un truc pour se venger, pour tirer profit de ce truc-là, et d'avoir surtout une source de motivation supplémentaire pour faire d'autres choses ou pour le refaire l'année d'après. Donc l'année d'après, j'y suis allé, et ça s'est pas passé comme prévu, la prépa. J'ai eu quasiment aucune prépa, voilà, un petit Covid un peu compliqué, mais qui m'a aussi renforcé aussi pour apprendre aussi sur soi, sur son corps. Ça permet aussi de voir comment son corps réagit, savoir ce qu'il a un besoin, savoir aussi le ménager quand il faut. Et du coup, j'ai réussi à revenir avec difficulté, et j'ai pu m'entraîner bien. Bon, alors, entraîner, c'est surtout des sorties plaisir, hein. Mais j'essaye de quand même faire attention, d'avoir un bonne hygiène de vie. Et 2-3 mois de préparation et beaucoup d'envie m'ont fait sortir une bien meilleure course en termes de puissance que la fois d'avant. Et après, c'était la cerise de gagner. Du moment qu'on donne le max et qu'on est content de soi, c'est quand même le principal. L'année où tu as gagné, c'est 2021. 2021. Ouais. Au niveau du staff, qu'est-ce qu'ils font quand justement ils te font l'assistance comme ça? Qu'est-ce que tu avais besoin? C'est-à-dire que est-ce qu'ils te préparent les bidons, toutes ces choses-là, mais je crois que justement il y a un accompagnement un petit peu plus adapté à toi, en l'occurrence. T'es très gourmand, je crois aussi. Hein. Ouais, alors déjà, la présence, c'est quand même bien sur un staff, d'avoir un staff au Mans, parce qu'on tourne en rond, il y a un petit peu de monotonie, et chaque seconde, ça se pécache, donc faut avoir du rendement, il faut éviter toute perte de temps, donc forcément un staff qui va aller au bord des paddocks sans y aller sur la piste pour t'apporter du ravitaillement, c'est précieux. Et après, le but, c'est quand même de rentrer le moins possible. Et eux sont là pour t'aider au max. Et aussi, ça permet de partager ce truc-là avec les amis, même si on n'est pas très bavard pendant l'épreuve. Et après, on décompresse un petit peu, et c'est un beau moment de partage. Qu'est-ce qui à ce moment-là te tenait sur le vélo? C'est-à-dire que moi j'avais pu voir l'analyse détaillée que tu avais fait avec le capteur de puissance, les watts, heure par heure. Enfin, tu avais vraiment tout planifié. Tu es quelqu'un d'assez minutieux. Qu'est-ce qui t'anime sur ton vélo quand tu fais ce format-là, c'est-à-dire 24 heures du Mans, on va dire race? Ouais, alors déjà c'était de faire la plus grande distance possible, et j'aime bien cette sensation de vitesse. Et l'impression aussi de la nuit, on a l'impression d'être sur des motos, et c'est des sensations qui sont à vivre. Je conseillerais beaucoup d'aller faire un tour
au moins dans sa petite vie de cycliste ou plus. Et c'est assez grisant. Après, moi, c'est plus coursier. C'est pas les mêmes filières énergétiques. Donc, j'ai eu une préparation un petit peu différente. Donc, là-bas, c'est les sorties plaisir. Les belles sorties, par contre, il faut vraiment beaucoup d'intensité et travailler des zones lactiques ou tout ce qui est anaérobie. Donc, je faisais des simulations un petit peu de mon côté sur des circuits que je trouvais proches du Mans dans la Drôme. Et un petit peu de derrière scooter et un petit peu de course FFC aussi. Ça permettait de faire des choses que j'ai un petit peu plus de mal à faire moi à l'entraînement, c'est-à-dire faire des séries d'exercices. La course simule des choses intéressantes. Tu avais pris un coach pour t'épauler sur du suivi Training Peaks? Alors oui, j'avais pris un coach en 2000. Alors c'était pas en 2021, mais en 2019 quand je suis arrivé ici, parce que ça m'a aidé à trouver mon profil un petit peu énergétique et d'avoir un suivi quand même professionnel. Et ça m'a beaucoup appris. Je l'ai fait qu'une année, mais ça m'a beaucoup appris. Et on est étonné des fois d'avoir des points, des forces et des faiblesses qu'on ne pensait pas tout à fait exacts. Ça permet d'avoir un peu plus de recul sur soi aussi. Et c'est important. Le contact avec un entraîneur entraîné, c'est intéressant. Tu l'as dit, tu as été vraiment débutant, c'est-à-dire que tu pratiquais pas beaucoup de kilomètres. Comment as-tu géré cette évolution? C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent se mettre à l'ultra. On te demandera tes conseils peut-être plus à la fin, mais toi personnellement, de te dire bah voilà, moi avant de gagner les 24 heures du Mans, j'étais justement un cycliste lambda et j'ai réussi à progresser et à gagner cette discipline-là. Tu as trouvé long le parcours? C'était facile ou c'était laborieux? Alors, c'était pas le mot laborieux, non, parce que c'est du plaisir, mais je recherche quand même la difficulté, parce que c'est intéressant d'avoir des obstacles qui viennent à toi et de les surmonter. Et le sport, c'est une école de la vie et qu'on peut utiliser beaucoup dans le quotidien aussi. Donc tout ce qui est l'aspect mental, gestion des émotions, aussi des fois de faire le vide. Le vélo permet ça. Et ça m'a donné envie de basculer plus sur l'aspect un petit peu nature, paysage, et les courses un peu en confrontation, mais contre soi-même, et ensuite, dans un deuxième temps, contre les autres. Et ça, c'est ce qui m'anime beaucoup plus depuis 6-7 ans, et c'est un petit peu le chemin que j'ai pris. Un profil un peu 24 heures, alors pour moi, c'est une course longue distance, c'est pas un ultra, mais c'est comme un chrono d'une heure, c'est hyper dur. Un ultra, c'est hyper dur, c'est la façon en fait. Donc, on va faire l'épreuve et comment on va la faire qui rend la chose dure. Et le principal, c'est de trouver son compte, quoi. Alors justement, la transition est toute trouvée. Tu faisais ces courses 24 heures vélo du Mans, profil race. Et puis, comme tu le dis, depuis quelques temps, tu t'es mis à faire de l'ultra distance, type Race Across France. C'est donc, tu l'as dit, l'envie d'aller voir du paysage, de se confronter encore plus à soi-même. Aujourd'hui, c'est la chose qui t'anime, c'est-à-dire que tu es là-dedans à fond, t'as pas envie de trouver un autre step, si tant est qu'il existe. Mais aujourd'hui, Guillaume Échard en 2025, c'est l'ultra distance. Alors oui, j'ai fait quand même beaucoup de courses avec des profils d'une journée. J'aime beaucoup, je vais continuer à en faire en extérieur évidemment. Par contre, j'ai voulu aller plus loin et faire des formats de plusieurs jours pour voir ce que je donnais personnellement. Et en fait, en gros, quand j'étais petit, je regardais le Tour à la télé comme beaucoup d'enfants et ça fait un petit peu rêver. C'est les vacances, c'est les paysages. Et bon, chaque enfant qui aime le vélo, il se dit tiens, un jour, pourquoi pas, j'aimerais bien faire ce truc-là. Et on se rend compte qu'on n'a pas les capacités physiques pour le faire. Je suis pas un ovni en termes de watts. Par contre, j'ai d'autres qualités que j'ai essayé de mettre à profit dans ma pratique et pour en tirer le plus de plaisir possible. Et j'ai commencé à faire des courses de 1000 km. Ça n'a rien à voir avec un format 500 km parce qu'il y a la gestion du sommeil qui rentre en compte. Il y a d'autres données aussi, le fait de manquer de sommeil, le manquer d'alimentation, d'apport énergétique. Et ouais, là, on va vraiment clairement plus à ses limites.
Et on est presque même tenté de ne pas dormir sur des courses de 2 à 3 jours, ce qui peut être une grosse erreur. Et j'ai voulu aller encore plus loin sur un format 2500, donc la Race Cross France 2500, qui traverse la France. Et ça, le petit garçon qui était en moi a passé des moments très très durs, mais que j'oublierai jamais. Et c'était un petit rêve qui s'accomplissait pour moi. Peu importe le résultat, c'était secondaire. Je savais que j'allais de toute façon avoir un peu de mal à rivaliser avec ce qui se fait de mieux, parce qu'il y a vraiment des gros spécialistes, c'est vraiment des terrains différents. Et j'ai fait une première fois l'an passé, et j'y suis retourné cette année pour voir si je pouvais aller faire mieux, et aussi améliorer des choses, et aussi le parcours, qui est quand même un vecteur important, et qui donnait beaucoup envie, mais qui était très dur. Le premier parcours faisait quoi à peu près? Si tu dois trace-nous les grandes lignes. Alors le premier parcours, donc c'était l'an passé, c'était à Lille. On a traversé la France vers le Massif central, mauvaise météo. Après une traversée dans le Pays Basque. Et là, c'était la plus belle partie, les Pyrénées, que j'avais jamais fait. C'est aussi quelque chose qui est motivant d'aller faire soit des épreuves qu'on n'a pas fait, ou découvrir des coins qu'on ne connaît pas beaucoup. Et j'avais fait une course très irrégulière, une aventure irrégulière, donc un très mauvais début et une très belle fin, mais avec une gestion du sommeil, de l'alimentation qui était pas très bonne, mais c'est pas grave parce que c'est bien de faire des erreurs. Et après, j'avais été aussi à certaines limites physiques assez importantes, peut-être trop. Donc c'est quelque chose aussi qui est à prendre en considération, de faire assez attention, d'avoir des signes d'alerte. Là, je vais un petit peu trop loin, là, je suis pas rentable, il faut que je mette un petit peu le haut là. C'est des choses qui sont intéressantes quand on est un petit peu pointilleux et qui donnaient envie d'y retourner l'an passé pour voir. Et bon, alors la place est anecdotique, mais tu avais fait combien sur cette première essai? La première année, j'avais fait 21. D'accord. Après, j'avais eu un début, j'étais aux fraises, j'étais vers 65 ou 70 après 2 jours et j'étais remonté 11. Mais c'était vraiment pas le but, c'était vraiment de vivre une expérience personnelle. D'accord. Et aussi, ça permet aussi de faire des belles rencontres. Parce qu'on voit des personnes au début, qu'on voit pas forcément après, qu'on revoit. Enfin, on se croise en permanence. Et sur une semaine, on crée des bons liens. C'est des choses qu'on n'a pas forcément sur des distances plus courtes. Aussi. Les liens, ils se font à quel moment? Au ravito, sur les périodes de sommeil? Alors, les ravitaux sont assez rares parce que c'est sur des bases de vie, sur des formats d'une semaine. Mais on se rend compte, le niveau augmente vraiment. Donc, on roule à des vitesses qui sont vraiment très, très proches. Donc, on peut des fois se passer la journée à 500 mètres l'un de l'autre sans se voir. Par contre, il suffit d'un petit élément dans la journée et on va pouvoir faire quasiment toute la journée ou une partie de la journée ensemble, sans aspiration. Et du coup, c'est assez marrant. Comment s'est passé ensuite cette année? C'est-à-dire, comment tu as vécu cette année? Déjà, pour comparer à l'année précédente, quel était le parcours cette année? On partait de Bretagne. Pareil, c'est un coin que je connaissais pas trop. En plus, j'ai un bon pote là-bas, donc c'était l'occasion parfaite de le voir. Et après, on redescendait un peu dans le sud, vers pas loin d'Agen, Montastruc, la Conseillère. Et on remontait vers le Massif central, c'est un des coins les plus sauvages que je connais en France. Parce que le territoire, il y a pas grand-chose, c'est vert, c'est sauvage. Et après, on descendait un petit peu en Ardèche, donc pareil, un petit clin d'œil, j'aime bien ça, sur des routes que je connais bien. C'est une des seules parties où j'ai été un petit peu efficace, parce que j'aime bien ce type de terrain qui est un petit peu vallonné. Et d'ailleurs, par rapport à ça, c'est des choses qui sont importantes sur des épreuves, de connaître un petit peu ses points forts et ses faiblesses. Et là, on est efficace et efficient. Donc là, j'avais prévu de rouler fort sur cette partie-là parce que je savais qu'il pouvait rien m'arriver. Et on allait chercher la montagne de Lure, qui est le Petit Ventoux, pareil, je connaissais pas. Et après, il y avait une dernière partie très montagneuse avec le sud des Alpes, avec la Bonnette. Et là, c'était un point extraordinaire avec la cime. Surtout en fin d'épreuve, avec la fatigue
il y a un petit peu d'émotion qu'on garde un petit peu en soi pendant l'épreuve et ça retombe un petit peu à la fin. Et là, c'est la pépite quoi de la semaine. Ce tour de la Bonnette que j'avais jamais fait, j'avais toujours contourné. Et après, fallait me plonger dans Méditerranée avec une fin de parcours qui nous a tous bien mis à mal. Il s'était pas terminé encore. Et là, du coup, au niveau résultat, ça donne quoi là? Alors là, j'ai fait une bonne première journée. J'étais assez content. J'avais bien géré mon effort, bien l'alimentation, aussi tout ce qui est liquide. Tout ce qui est, c'est hyper important de rester bien hydraté, surtout sur des épreuves aussi longues. Donc là, j'avais terminé la première journée frais. Donc j'étais assez content de ce que j'avais fait. Et après, la deuxième journée, la chaleur, etc., c'est quelque chose qui est difficile à gérer pour tous, surtout quand c'est un peu les premières chaleurs. Et là, j'ai eu quelques moments durs j'étais pas très efficace et ça m'a tiré un petit peu vers le bas 2-3 jours. Donc j'ai attendu que ça passe. Et là, sur des courses d'une semaine, en fait, ce qui est un peu compliqué à gérer, c'est qu'il faut accepter de rouler vraiment en sous-régime. C'est pas des rythmes qu'on est habitué à rouler. Et là, c'est vraiment, on rentre quand même dans une autre sphère. Et là, même en termes de puissance, etc., je sais très bien ce que je faisais. Mais il faut essayer de pas trop regarder les chiffres parce que ça peut un peu polluer l'esprit. Donc voilà, j'étais plutôt focus sur le fait d'avancer, d'essayer d'avoir des pensées positives. Parce que déjà, c'est une semaine, c'était mes vacances. Et puis, il faut avoir des petits trucs aussi qui font du bien. Alors chacun a ses petits tips, mais après moi j'écoute pas mal de musique par exemple, comme beaucoup, et donc j'ai des écouteurs à conduction osseuse qui me permettent d'entendre les bruits extérieurs, ça c'est hyper important, la nature, les bruits extérieurs, la sécurité c'est hyper cool, la musique est hyper cool, la sécurité c'est indispensable, et ça me permettait en fait j'étais en vacances et j'écoutais de la musique, donc pourquoi je me plaindrais d'être pas bien là où je suis? Il y a pire. Ouais, c'est le facteur mental c'est ton petit tips à toi pour tenir, quoi. Ouais, après, des fois aussi, c'est propre à chacun, mais des fois, penser à rien, être dans ses pensées, c'est des choses l'introspection, c'est quelque chose qui peut bien se gérer. Ça dépend un peu des profils un petit peu de chacun. Je suis quelqu'un qui se fait pas trop mal à la tête sur mon vélo, donc ça se passe bien. Beaucoup de pauses sommeil durant ces parcours. Tu te forces. T'as un timing ou comment tu le gères ça? Ouais, c'est hyper intéressant le sommeil. Alors déjà, chacun est différent, donc faut pas prendre pour argent comptant ce que le copain va dire. Par contre, il faut en discuter. Il faut surtout faire ses propres expériences. Il y a eu beaucoup d'études faites, notamment autour de la RAF. Ils ont recommandé d'avoir 4 heures de sommeil minimum toutes les 36 heures, ce qui est peu, hein. Mais 4 heures toutes les 36 heures parce que on va dire que pour quelqu'un d'entraîné qui a de l'expérience un petit peu, faire une journée de vélo sans dormir, ça se fait. Par contre, la deuxième nuit sur le vélo, c'est là qu'on peut avoir les difficultés qui commencent à arriver. On peut avoir des hallucinations, on peut devenir un petit peu fou sur le vélo, voire même avoir un comportement proche de quelqu'un qui a bu de l'alcool. Donc autant pour soi et les autres, c'est des signes qu'il faut prendre en considération. Et tout simplement, il y a des moments, c'est pas rentable de continuer, on commence des choses qui sont assez typiques, c'est qu'on commence à se perdre, à tourner en rond, à faire des mauvais choix. Donc là, il faut soit faire une micro-sieste si c'est pas un moment très opportun pour dormir, ou alors, moi c'est pour ça aussi que j'avais fait une première fois, c'est que ça me permettait d'essayer de quantifier mes besoins en sommeil que j'avais sur le papier besoin par jour, et d'essayer d'avoir un peu les mêmes fenêtres de repos tous les jours pour que le corps il est là, qui s'habitue en fait à avoir à peu près le même schéma par jour, parce que c'est pas un effort quand même qui est normal. Et là, le corps, c'est comme si on l'agressait en fait quelque part. Et tout ce qui est organes vitaux, même ne serait-ce que les muscles, ils ont besoin d'avoir des temps de repos quand même minimum. Et c'est quand même notre loisir, c'est pas notre métier. Donc, je dis ça, mais je vais très loin de mon côté dans l'effort, et d'autres encore plus peut-être. Mais il faut être à l'écoute, faut pas gâcher un plaisir par
et en se mettant trop en danger, parce qu'on est sur route ouverte et après on peut devenir un petit peu fou. Le fait de manquer de sommeil, ça peut exacerber pas chez moi, mais ça peut, moi, pas trop chez moi, je pense pas, mais ça peut, prend des mauvaises décisions, l'état d'esprit, le sommeil, ça tire vers le bas, l'état d'esprit, en fait, le manque de sommeil. On se sent un peu en insécurité. Tu dors forcément la nuit ou ça t'arrive de dormir en pleine journée justement pour suivre ce cycle régulier? Alors moi l'idéal, alors ça c'est mon cas perso, mais ce qui me convenait le mieux, c'est donc déjà mon rythme quotidien. J'ai mes heures de sommeil assez régulières l'année et la nuit, j'essayais de m'arrêter à partir de 11h, 11h30 voire minuit. J'essayais de m'arrêter jusqu'à 3-4 heures du matin. C'est le créneau qui me convenait le mieux et que beaucoup aussi utilisent, peut-être même un petit peu plus tard. Mais ce qu'il faut pour moi éviter, c'est la fenêtre, dormir entre 4-5 heures et le lever du jour, parce que c'est là où il fait le plus froid dehors, il y a pas mal d'humidité. Et au contraire, il faut avoir tendance à vouloir se réchauffer et d'aller sur le vélo à ce moment-là de la nuit, parce que le froid, c'est dur. Sur le très long et la longue distance, on brûle beaucoup de calories et on a du mal à se réchauffer. On est tellement sous régime que on produit peu de chaleur. Pour celles et ceux qui s'entraînent l'hiver after work, c'est-à-dire qu'en général après 17h il fait nuit, il y a une ambiance très particulière lorsqu'on roule la nuit. Est-ce que ça, tu le ressens aussi sur ces épreuves de longue distance? Est-ce que la journée, on n'a pas la même approche sur son vélo que la nuit, ou finalement c'est qu'un décor? Alors ça dépend un peu des types d'épreuves. Alors je dirais que sur un format d'une journée, l'été c'est quand même assez sympa quand la fin de journée arrive, parce que la chaleur c'est quand même dur, même si pour moi ça l'est moins, et pour tous c'est clair que c'est plus facile de gérer la chaleur que le froid sur la durée. Donc ça apporte d'autres sensations la nuit. Après ça apporte pas mal de difficultés quand même la nuit sur des épreuves de plusieurs jours, parce que c'est plus difficile de trouver à manger. L'eau c'est aussi plus difficile à trouver et on a quand même envie que le soleil revienne, même si la nuit on a d'autres sensations, mais sur des courses ultra on a envie que le jour soit le plus long possible. Avant qu'on parle de ton entraînement, est-ce que tu pourrais nous donner 2 anecdotes qui sont à l'opposé, c'est-à-dire là où tu as été complètement euphorique et là où tu as été complètement peut-être à la limite de la dépression ou de l'abandon, enfin quand le cerveau commence à partir en vrille, quoi. Ouais, alors plutôt sur des épreuves, c'était sur la première RAF que j'ai fait 2500. J'avais fait j'étais pas très bien avant le départ parce que je manquais un peu d'expérience, j'avais passé mon temps à refaire mes sacs, à me courber, à me relever. Ça, c'est des choses que je déconseille de faire. C'est hyper épuisant. Et des fois, avoir trop d'affaires ou pas assez de place, c'est énergivore. Donc, j'avais perdu pas mal d'énergie la première journée. J'avais pas assez de place dans mes bagages, dans mes bagageries. Donc, j'étais parti trop couvert. J'avais un peu transpiré la première nuit. Manque d'hydratation, pas les bonnes pastilles, électrolytes. Et une très mauvaise nuit après 600 bornes et j'étais reparti mort, et il y a eu de l'orage, de la grêle et j'avais des sensations horribles avec mon corps. Je suis stressant, enfin je ressens beaucoup de choses, donc c'est assez facile pour moi de savoir quand je suis bien ou pas, mais là j'ai l'impression que mes organes étaient en train de s'éteindre. C'est un mot un peu fort, mais j'ai l'impression que j'avais des éléments en moi qui étaient en train c'est fort, hein, mais de mourir presque. Et on a eu de la mauvaise météo en fait dans le Massif central et du vent. Et là, c'était un peu de la survie. Il faisait froid, de la grêle et de la pluie. C'est le pire comme combo. Et là, je dis bon là, si je continue, je vais au casse-pipe. Donc c'est pas grave, je vais m'arrêter, je prends un hôtel, j'ai fait un reset. Et après, j'ai fait 3-4 jours. J'étais assez indestructible par rapport à mon état d'avant. Et ça, c'est quelque chose qui est important. C'est que des fois, on peut être au fond du seau, on se prend un mur, on patiente, on essaie de revenir un peu aux fondamentaux, boire, manger, dormir. Et après, le fait aussi, des fois, le corps, il surcompense de l'autre côté. On l'a pas trop sollicité. Et là, écoute, là, je peux t'en donner. Donc là, je vais te donner de l'énergie et le corps va accepter d'être relancé et on peut avoir un super moment après un mauvais moment. Et il faut quand même essayer de se pondérer, pas s'enflammer dans les deux sens,
Et c'est des choses qu'on voit beaucoup sur du très long et qu'on verra pas sur un effort de type course 3-4 heures. Quand on n'est pas bien, on n'est pas bien du tout. Donc là, ça a été plutôt, voilà, c'est plutôt une jolie expérience. C'est-à-dire que tu étais dans le dur et tu as réussi à te remettre sur les rails grâce à ton corps, grâce à tout ça. Ouais. Et le moment le plus euphorique sur ces deux courses, quelle a été la plus grosse joie? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on ressent? Il y a des moments extra de bonheur. Quel était le plus beau C'était moment? de traverser une grosse partie de la France avec des sensations de vitesse. En fait, c'est de voir que le corps, il fonctionnait et de se dire que, finalement, j'arrive à avancer et bien. Et j'étais allé justement peut-être un peu trop loin. C'est que là, au niveau du sommeil, sur les derniers 1400 km, j'avais dormi, mais peut-être 4-5 heures, ce qui est pas à faire. Mais j'avais bien dormi une nuit et ça m'avait requinqué. Et là, j'étais un peu euphorique. Et ouais, je suis allé à mes limites aussi au niveau du sommeil. Et du coup, faut faire quand même sa propre expérience, mais faut faire attention. Le sommeil, c'est la clé de voûte sur l'ultra et on est super inégaux par rapport à ça. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que les premiers, je fais pas partie des premiers, parce que le niveau augmente aussi. Parce que on va dire qu'il y a de plus en plus de jeunes aussi, et ça se développe. C'est assez dingue, et ça se professionnalise aussi. Mais moi, je suis sidéré de la façon dont les premiers arrivent à gérer le sommeil, les pauses. Moi, je suis pas capable. Alors, sur 1000 km, j'ai en tête de m'améliorer. Par contre, sur 2005, savoir, en fait, la tactique, c'est d'essayer de se rapprocher le plus possible de 4 heures d'arrêt toutes les 36 heures. Mais sur les 4 heures, il faut au moins quasiment 1 heure pour chercher à manger. Après, ça te laisse 3 heures. Il y a toujours des imprévus. Et tenir ça sur la semaine, biologiquement, et c'est incroyable. Et c'est assez fascinant. Et tout le monde n'est pas capable de le faire. Et heureusement d'ailleurs, parce que il n'y a pas beaucoup d'ovnis, mais il y en a certains. Et j'ai voulu voir, moi, ce que j'étais capable de faire. Et moi, je suis pas capable de le faire, mais c'est pas grave. Et le plus important, c'est le plaisir. Et c'est assez fascinant. Je manque un petit peu de mots parce que c'est sidérant. Ce qui est impressionnant, c'est qu'avec la fatigue, le fait de pas pouvoir manger ce que tu veux en temps voulu, le manque de sommeil, d'avoir les watts, c'est un petit peu secondaire là, mais il y en a qui arrivent à être en zone 2, par exemple, des jours et des jours. C'est pas des efforts qui sont intenses en soi, même pas du tout, mais sur des efforts de plusieurs jours, c'est là où ça se joue, et on n'est pas pareil. On va parler un petit peu d'entraînement. Quel entraînement tu fais avant une RAF? C'est-à-dire que combien de temps à l'avance tu te prépares? Et tu l'as dit tout à l'heure, quand tu faisais plus du race, il y avait un peu plus d'intensité, des choses comme ça. Mais là, du coup, ça se prépare comment, 2500 km? Alors déjà, c'est la motivation. Le premier vecteur qui motive, c'est le fait de le vouloir. Après, quand on fait du vélo depuis pas mal de temps, c'est les années qui te construisent, qui te façonnent. Moi, le plus important, c'est la motivation et d'avoir l'envie et d'avoir de rêver un petit peu et d'être transcendé. Donc, quitte à éventuellement, alors j'ai toujours une base foncière, etc. Je fais beaucoup de sorties pour le plaisir, où je suis dans des zones confortables, mais par contre, sur des épreuves un petit peu plus courtes que j'essaie de faire à l'année qui me correspondent mieux, je fais je fais pas mal de spécifiques, dans le sens où je travaille pas mal des zones à SST. C'est des efforts entre 80 et 90% de la FTP. Donc la FTP, c'est un effort qu'on tient max 1 heure. Donc c'est des zones où ça se joue sur des formats plus courts, de 1 journée à 2, voire un peu plus. C'est le temps passé sur ces zones-là. Sur des formats plus longs, c'est pas la même chose. Cette fameuse zone 2, Guillaume, tu l'utilises toi, du coup, pour préparer ça, ou absolument pas? Alors, si je l'utilise, mais je vais pas être focus trop sur cette zone-là, parce que je fais pas mal de volume, donc forcément, c'est des zones où on va être quand même régulièrement. Donc déjà,
Le piège, c'est éventuellement peut-être d'en faire trop, parce que sur des formats d'une journée, voire deux, ou un petit peu en dessous, la zone 2, c'est, on va dire, sur la puissance normalisée à la fin d'une journée, il faut être, pour être dans le coup, faut être vraiment entre sa zone 2, voire le début de sa zone 3. Par contre, il faut passer beaucoup de temps sur des zones plus hautes, et c'est ça, moi, que je trouvais intéressant sur des formats un peu plus courts d'une journée, c'est que j'ai une vision un petit peu comme un contrôle-à-montre, c'est-à-dire que j'aime bien étudier le parcours, et par rapport à mes faiblesses, mes points forts, je vais savoir où je vais m'arrêter, faire très peu d'arrêts, donc moins de 30 minutes, ça c'est indispensable, et surtout mettre mon énergie et là où il faut, soit sur des portions qui me conviennent bien, ou soit garder un petit peu d'énergie sur des portions qui me conviennent moins, pour essayer justement là, soit de limiter la casse, ou soit d'essayer peut-être même de faire une différence. Et moi, ça m'intéresse beaucoup. Cette format optimisation qui est sur une journée, c'est assez facile entre guillemets. Par contre, sur plusieurs jours, ça demande beaucoup de concentration et certains arrivent à le faire. Et c'est des choses qui demandent quand même pas mal d'énergie. Tout le monde ne peut pas le faire parce que on peut aussi s'emprisonner dans un schéma. Faut que je sois à cet endroit-là, à cette heure-ci, il faut que je me dépêche. J'ai un marchand de fruits et légumes qui ferme dans 1 heure, faut que je me dépêche. Enfin voilà, tous les profils ne peuvent pas le faire et c'est complètement différent. Donc là, les meilleurs, ils font leurs courses en fait en début de journée et ils ont leurs courses toute la journée et ils tapent dedans. D'accord. Donc par contre, il faut accepter de traîner un petit peu sa nourriture. Moi, c'est ce que je faisais aussi, mais les premiers, ils savent faire ça sur toute la semaine. Ça fait de grosses différences à la fin. Mais moi, sachant que j'étais pas non plus dans le jeu pour jouer les premières places, je laissais un petit peu les choses venir à moi. Encore une fois, ça dépend un petit peu des profils de chacun. Il y en a qui aiment bien tout maîtriser, ça les réconforte. D'autres qui aiment bien un peu l'imprévu. Moi, je suis quelqu'un qui avait tendance à être un peu, maîtriser un petit peu beaucoup de choses. Par contre, sur des formats d'1 semaine, j'essayais d'avoir un peu de surprise. C'est un peu l'aventure quand même. Donc je planifiais pas tout. Comment on gère la récupération quand on s'entraîne, parce que je suppose que tu fais pas mal de grosses sorties, comment tu gères cette récupération et tu te protèges aussi des blessures? Parce que si on va trop vite, il y a le risque de la blessure, il y a le risque de tendinite, de choses comme ça. Comment tu gères ça? Alors, c'est quelque chose c'est assez récent chez moi. Depuis quelques années, j'ai pris l'habitude d'aller quand même pas mal en salle, faire des séances de musculation. Donc, je rentre pas non plus dans les détails parce qu'il faut que ça reste un plaisir et pas une contrainte, mais c'est pour moi fondamental d'avoir un corps solide et de préparer un petit peu ses muscles, que ce soit de l'endurance, de force, etc. Et c'est quelque chose qui est très bon aussi au niveau hormonal, d'aller à la salle. On sécrète de bonnes choses qu'on peut utiliser sur le vélo. Tu l'as dit tout à l'heure, quand tu as fait ta deuxième épreuve, tu étais content de traverser la France à vive allure. Cette allure-là, comment on la gère sur 2500 km? C'est-à-dire que, est-ce qu'au départ, on a quelque chose de préconçu dans la tête, avec des chiffres, le capteur de puissance, toutes ces choses-là, et on essaye au mieux de s'y tenir? Ou finalement, comme tu as dit, il peut y avoir des grosses surprises, et on va passer son temps à s'adapter. Ouais, alors finalement, sur des épreuves d'1 semaine, j'essaye de pas trop regarder le compteur et les chiffres. L'habitude de faire du vélo, ça me permet de me connaître vraiment bien, donc je sais très bien où j'en suis, niveau stats, etc. Et justement, je regarde surtout pas le temps. Par exemple, c'est un conseil que je pourrais donner. Ni la distance, pour pas être sur des choses négatives. Exemple typique, il me reste 500 km, enfin, c'est des choses, ou même 1000 km. Pas trop regarder. Je regardais, en fait, c'est surtout la distance que je faisais à la journée. Et ça, c'est quelque chose qui est bien, parce qu'il faut quand même gérer son carburant à la journée. Et après, je regardais pas tant que ça que le compteur, à part la carte.
Comment tu gères la nutrition et l'hydratation? Parce que moi, je vois à mon petit niveau, quand je fais une course cyclosportive sur un GFNY de 160 km, mon collègue me dit, Mika, c'est simple, c'est pas compliqué, c'est toutes les demi-heures, un gel, une barre, un gel, une barre, un gel, une barre. Et je pars déjà avec des poches qui sont énormes. Tu pars avec la maison déjà. Je pars déjà avec la maison pour 6 heures. Donc j'imagine, toi qui pars pour 2500 km, comment ça se gère ça? Alors déjà, on sait à peu près estimer combien de calories on peut brûler sur une journée. Donc moi, je sais que c'est entre 8 et 12 000. J'ai un bon rendement sur ça, donc c'est quelque chose qui me sert beaucoup sur des formats d'une journée. Par contre, sur plusieurs jours, il va falloir chercher de la calorie ailleurs. Et surtout, les bars, les gels, ça va être un peu le dernier recours. À partir d'une ou deux journées, ça va être le stock de guerre, on va dire, parce que le sucre, il y a de la saturation, et même au niveau nutriments, il va y avoir un gros manque en protéines, par exemple, qui va vouloir aller chercher ailleurs, et c'est pas simple. Et les prots sur la semaine, ça fait un manque de protéines, ça fait très mal. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que de temps en temps tu t'arrêtes clairement dans une boulangerie avec un peu de choses au jambon, choses comme ça? Ouais, alors il y a l'idéal, tout ce qui est ouais. Alors c'est pas facile déjà de s'arrêter parce que le parcours il est bien fait en général et on évite quand même les grosses villes. Donc on est clairement en manque de nutriments. Donc moi ce que j'ai fait la deuxième année, c'est que je transportais pas mal des sandwichs dans mes sacoches que je pouvais éventuellement manger 5-6 heures plus tard. Et après, il faut un peu se renseigner sur les aliments qu'on aime bien aussi, qui sont riches en protéines. Alors, par exemple, les noix de cajou, c'est assez riche en protéines, donc c'est assez intéressant. Et après, dans les supermarchés, dès qu'on voit de la protéine, par exemple, des tranches de saumon ou même des sardines, un clin d'œil à quelqu'un que j'ai découvert sur la RAF, d'ailleurs, de cette année, qui a explosé une boîte de sardines dans ses sacoches. Il a senti le poisson un moment. et du coup, c'est hyper important de dormir éventuellement et d'avoir mangé un peu de protéines avant, même si sur des efforts courts, la protéine, ça empêche un petit peu de dormir, mais sur des efforts longs, de toute façon, ultra, on est mort de fatigue. Donc ça change strictement rien, mais ça permet un peu au corps et aux muscles d'avoir des apports indispensables. Donc capital. Un autre point qui est capital, c'est l'hydratation, parce que être mal hydraté, on digère mal et on a une telle dépréciation physique en étant pas hydraté on est nul en fait assez vite. Donc moi ce que je fais depuis quelques années, que je conseille à beaucoup, surtout sur les gens qui sont pas très grands comme moi en taille, on n'a pas forcément trop d'options avec les sacoches. Moi, du coup, j'utilisais un Camelback de 2 litres, donc ce qui me permet d'avoir 3,5 litres sur moi et qui permet déjà de passer les nuits sans chercher d'eau parce que la nuit, même si on a les GPS, le téléphone, etc. pour se repérer, la nuit, c'est pas hyper agréable d'aller fouiner à droite à gauche, même ne serait-ce que dans les cimetières. C'est plus difficile à trouver, on est moins alerte aussi. Donc ça permet d'être autonome en eau, de pas passer d'énergie à chercher de l'eau, et en journée quand il fait chaud d'avoir des arrêts qui sont moins fréquents parce que des fois il peut y avoir pas d'eau du tout, et c'est surtout que le moins d'arrêts on fait et le mieux c'est, surtout quand on joue un petit peu devant entre guillemets, on est à des vitesses de déplacement tellement proches que le moindre arrêt est très coûteux en temps. Et parfois, alors je vais un petit exemple, si on s'arrête 1 heure de plus, on va dire qu'une des vitesses de déplacement pour vraiment les meilleurs, qui sont à 24-25 sur une semaine, on perd 24-25 km, on roule à 0,1 km/h de différence, mais il faut des journées pour rattraper ça. Donc, les arrêts, le temps d'arrêt, c'est aussi important que le physique. Alors, on a parlé nutrition, on a parlé tout à l'heure mental, sommeil, c'est fait. On pourrait rentrer bien évidemment plus dans les détails, mais j'ai envie encore d'aller creuser un petit peu pour celles et ceux qui découvrent et puis qui découvriraient l'ultra, justement. Il y a une chose très importante, c'est le matériel. Alors, toi, tu as la chance de travailler chez Specialized, donc tu as eu plutôt des choix de vélos intéressants. Aujourd'hui, tu t'orientes déjà vers
quel type de géométrie, rigidité? C'est-à-dire que là, on voit le vélo. Alors pour celles et ceux qui peuvent nous regarder en vidéo, venez voir. Mais Guillaume a un Roubaix. Je sais que tu as essayé l'Aetos aussi. Tu avais même essayé avec ton tarmac certaines choses. Donc c'est 3 profils de vélos différents. Je dirais qu'aujourd'hui, pour la RAV 2500, il y a un profil que tu pourrais plus conseiller. Alors moi, ce qui m'intéresse, alors c'est un sujet hyper intéressant. Déjà, faut aimer son vélo et par contre, faut qu'il te corresponde. Là, ce qui est intéressant sur le Roubaix, c'est surtout, forcément une semaine, c'est long. Et il faut quand même beaucoup de confort. Donc j'ai fait un focus confort. Là, par exemple, sur l'avant, il y a une petite suspension, donc une Future-Shock qui a 2 cm de débattement et qui permet vraiment de soulager le dos. Et avec les prolongateurs, c'est très très cool sur des portions où on peut les utiliser. Ça permet de filtrer et d'être en sécurité parce que il peut y avoir des nids de poules, etc. Enfin bref, c'est très appréciable. En aparté, Guillaume, prolongateur ultra relevé. C'est-à-dire que là, tu n'as vraiment pas une position couchée. C'est vraiment une position plus de repos. Tu as le nez sur le GPS quasiment. Ouais, alors on va dire que là, je suis assez compact. Au niveau de l'aéro, alors c'est quelque chose qui est tout con, mais on pense des fois qu'en être en bas de cintre, c'est plus aéro, mais c'est pas le cas. Faut plutôt être sur les cocottes, le terme vélo, alors, et les coups de plié. Pour travailler avec Aeroscale, justement, de nombreuses fois, Manuel, qui est notre monsieur Watt perdu, nous disait qu'effectivement, la position, en fait, moins t'as de frontal qui tape dans le vent, en quelque sorte, moins tu perds. Donc, en quelque sorte, les coudes à 90, c'est la position la plus aéro aujourd'hui. Exactement. Enfin, à condition de pouvoir la tenir, parce que on a aussi une main en bas du guidon, mais 90, c'est intenable. Mais ça, sur plusieurs jours, on ne peut pas. Voilà. Mais toi qui es en haut, qui est relevé, donc effectivement, de réduire quand même le choc frontal, ce fameux CX, ça permet de diminuer. Toi, tu as fait le choix justement de mettre ça très proche. Ouais, ça permet d'avoir une forme de boule et de réduire la prise au vent, puis le frontal qu'on peut mettre dans l'air. La fameuse phase de camion, en fait, qui avance moins vite qu'une voiture. Et après, tout simplement, confort égale quand même performance. Donc, ne serait-ce qu'au niveau des poignets, des mains, sans prolongateur, c'est impossible hors extraterrestre d'avoir des mains en bon état. Par exemple, même avec cela, j'ai eu des problèmes avec ma main qui ont duré 4-5 mois encore, non pas 4-5 mois, quasiment. On manque de force en fait, avec les nerfs, etc. C'est un effort qui est extrême et il faut varier les positions en fait, il faut avoir plusieurs positions, plusieurs options sur le vélo. On parlait donc, je reviens à la géométrie, donc tu as dit géométrie confort, c'est quelque chose de beaucoup plus confortable et aussi de plus ouvert sur l'avant de manière à avoir une meilleure stabilité. Tu l'as dit, l'avantage du Roubaix, c'est qu'il est quand même beaucoup plus confortable, filtre mieux les vibrations. Sur les pneus, tu fais quel choix? Pneus, jantes, quel choix? Alors la première RAV 2500, j'avais pris le pli de mettre des pneus un peu trop performants, donc j'avais un peu crevé. D'accord. Pas que les pneus sont mauvais, mais que la durée et aussi la charge du vélo, ça ajoute vraiment de la contrainte. Donc forcément, on a plus de chances de crever. Et la deuxième année, donc la dernière année, j'ai pris le choix de prendre des pneus beaucoup plus solides, résistants. Donc je dis pneus parce que, alors, faut utiliser le système qui nous convient le mieux, ne serait-ce qu'en réparation où on est le plus à l'aise. Donc moi, je suis plutôt en chambre à air et des pneus. En TPU, les chambres à air de préférence, c'est quand même mieux, c'est plus léger et c'est un petit peu plus solide et ça prend moins de place aussi dans les sacoches pour en avoir quelques-unes de côté et ça, j'ai crevé une fois mais j'ai pris un bout de verre, n'importe quel pneu aurait crevé ou n'importe quel tubeless, pneu tubeless aurait crevé à ce moment-là. Et je vois que tu as fait le choix de profil fin, c'est les fameuses Roval alpinistes, et de pneus quand même assez larges. Visiblement, c'est du 32 de ce que je vois de loin. Ouais, c'est du 32. Alors là, avec le temps, on se rend compte que l'aéro sur des pneus larges, c'est pas pénalisant, au contraire. Et au niveau du confort, j'ai vraiment choisi le pli du confort. C'est clair que sur une journée, voire deux, j'ai besoin d'avoir des vélos plus rigides, ne serait-ce qu'au niveau du boîtier de pédalier, même au niveau du côté aérien du cadre. Mais par contre, sur une semaine, sachant que même si j'essayais de me challenger pour faire une place correcte, c'était quand même secondaire,
mais je voulais surtout finir l'épreuve et le vélo me permettait de me soulager et pas tous les vélos peuvent le faire. Donc là, ça donne quoi, à peu près 3,9 à l'arrière, 3,7 à l'avant? Ouais, un petit peu moins, parce que je suis pas très lourd. J'ai un truc qui me plaît bien par rapport à ça, c'est que j'ai un petit compresseur électrique très petit qui me permet de faire la pression tous les jours, parce qu'avec le poids, etc., puis les chambres, on perd quand même, en tubeless encore plus, mais on perd de la pression, donc c'est important de checker sa pression, ne serait-ce que la sécurité, le rendement. Donc un petit compresseur, c'est léger, ça prend pas de place, ça remplace les cartouches de CO2 et on gonfle au gramme près, quoi. Les jours de pluie, tu dégonfles un petit peu? Alors je gonflais pas, je remettais pas forcément. Après, faut faire quand même attention de ne pas être sous-gonflé. Donc je remettais quand même un petit peu. D'accord. Au niveau des braquets, justement, quand on part sur de la RAF, tu prends quoi comme braquet? Est-ce que ton braquet a l'air plutôt classique? Alors, sur le Roubaix, j'ai un pédalier compact, donc 50-34, donc ovale. Ça, c'est pareil, il y a plusieurs écoles. Ça convient pas forcément à tout le monde, ça dépend un peu comment on pédale. Moi, dans mon cas, ça m'aide beaucoup. Donc 50-34 à l'avant et à l'arrière, j'ai une 11-34. Des fois, on veut toujours plus à l'arrière, surtout quand en montagne. Mais voilà, ça passe. Après, t'es plutôt un petit gabarit, donc il n'y a pas beaucoup de poids non plus à monter. Non, mais après, plus la bagagerie sur le vélo, j'avais à peu près, on va dire, pas loin de 10 kilos avec l'alimentation et l'eau. Donc 10 kilos en plus, on les sent bien. Montage du pédalier à l'avant un petit peu spectaculaire. Je suppose que comme t'es Shimano, t'as voulu quand même pouvoir monter des pédaliers rotor. Donc alors c'est pas du rotor, mais alors si on peut citer, c'est du Absolute Black. D'accord, ok. C'est un peu moins ovalisé que le rotor. En gros, ça permet d'avoir une phase de poussée qui me va bien, une phase de poussée qui est plus longue. Surtout en montagne. Par contre, on perd un peu sur le tirage de la manivelle. D'accord. Donc ça, faut faire sa propre expérience. Faut aussi avoir quelque chose qui soit mécaniquement fiable. Et donc, cette combinaison Shimano et ces plateaux-là avec un peu de quark, ça me permettait d'avoir le meilleur des mondes pour moi. C'est l'imprécision du capteur de puissance Shimano qui te posait problème, ou c'est juste de manière à pouvoir monter l'Absolute Black? Alors en SRAM, c'est un peu plus compliqué et ça fonctionne moins. En Shimano, c'est plus fiable et j'ai la chance aussi d'avoir... Alors je suis pas un grand mécanicien, je sais faire des choses, mais j'ai aussi le fait d'être dans le milieu cycliste aussi. J'ai un entourage ou même des collègues qui peuvent m'aider. Et d'être en confiance avec son matériel, c'est quelque chose qui est hyper important, parce qu'on peut perdre beaucoup d'énergie sur ça, et il faut être en confiance sur ce point-là. On vient sur les accessoires un peu maintenant. C'est vrai que l'un des grands challenges, comme tu le disais tout à l'heure, tu disais j'ai un petit cadre, donc ici c'est du taille S, 52. Tu disais que donc le challenge c'est de pas pouvoir mettre beaucoup de bagagerie intra-cadre. Donc du coup, explique-nous un petit peu les différentes sacoches que tu mets. Alors là, je vois que tu as la sacoche intérieure cadre sous le tube supérieur, mais tu le disais, tu as quelque chose aussi à l'arrière. Oui, donc là, le setup, il est loin d'être complet. J'ai une petite partie parce que je vais faire une belle sortie dans quelques jours, donc j'ai commencé à le préparer. Mais grosso modo, donc déjà le prolongateur à l'avant, c'est indispensable. Quand on est grand, on peut aussi fixer des choses sur ce prolongateur. Il y a même des spécialistes, alors ouais, sur les réseaux ou même sur Instagram, il y en a qui pensent à vraiment des belles choses, un peu des pots, comme Monsieur Bouscavet qui a un peu révolutionné cette fixation-là sur le haut. Donc moi, j'ai pas assez de place, même si j'avais la possibilité de mettre un snack bag sous mon compteur, donc ça c'est possible. Donc sur l'avant, c'est quand même tout ce qui est nourriture, mais il faut éviter d'avoir trop de sacoches latéralement au niveau de la douille, parce que c'est vraiment pas aéro. Même une sacoche large, c'est pas recommandé, sauf si vraiment c'est hyper pratique et qu'on en a besoin. Et après, donc sur le triangle de cadre, c'est plutôt tout ce qui est réparation électronique, un petit peu de nourriture pour moi, les essentiels, et derrière la petite sacoche, derrière la potence,
Ce sera tout ce qui est un petit peu batterie externe, etc. Ok. Tout ce que je dois prendre rapidement. Et sur l'arrière, ça va être tout ce qui est textile, des sacoches qu'on ouvre moins. Et un petit truc important, c'est d'essayer quand même d'avoir un poids qui est assez bien réparti sur le vélo. Éviter d'avoir des choses trop lourdes, trop derrière le vélo, même si forcément avec la sacoche arrière, il y aura forcément du poids. Donc essayer de mettre ce poids-là quand même au fond de la sacoche pour pas que ça soit trop derrière le vélo et avoir un mouvement de balancier sur certaines sacoches qui est assez désagréable. Et tout ce qui est réparation, là sur ce vélo, il y a aussi d'autres marques qui ont ça. Donc j'ai l'impression de mettre un porte-bidon sur le triangle de cadre. Donc là j'avais tout ce qui est réparation, c'est assez facile de le prendre. Et mine de rien, c'est un petit peu lourd. Donc voilà, pour le centre de gravité, c'est quand même bien d'avoir des choses assez lourdes, assez bas. Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent, donc il y a 3 porte-bidons en tout, 2 à l'intérieur du cadre, du triangle, pour celles et ceux qui imagent. Donc à l'intérieur, tu mets un bidon et le kit de réparation qui est enfiché dans un slot bidon. Et puis tu as un bidon qui est fixé dessous le tube inférieur, presque au niveau du boîtier de pédalier. Alors du coup, j'aurais j'aurais 2 bidons dans le triangle de cadre et l'autre, les outils dessous. Ouais, les outils dessous, okay. Parce que j'ai besoin d'accéder à mes bidons. Puis ça salit pas non plus. Ça salit pas. Les tétines de bidon. Exactement. Alors qu'en dessous elles prennent vraiment les projections. Ouais. Ok. Donc ça, les sacoches, on l'a vu aussi. Tu as ensuite un truc très très important, c'est l'éclairage. L'éclairage, comment on gère déjà? Alors déjà, qu'est-ce que tu utilises en lampe avant, arrière? Est-ce que tu as fait beaucoup d'essais avant de trouver le setup qui te convient? Ouais, j'ai fait. Alors ouais, ici beaucoup de setups différents, mais c'est surtout là, ce qu'il faut, c'est une lampe avant qui ait une bonne autonomie en milliampères, donc qui puisse te faire tenir une nuit complète. Donc ça, c'est important. Alors ce qui est encore mieux, c'est d'avoir une lampe qui se recharge en fonctionnement et d'avoir surtout un backup de lumière. Donc c'est indispensable d'avoir une frontale, ne serait-ce que pour réparer la nuit ou pour avoir une lumière qui suive un petit peu le déplacement physique dans l'espace. Et au cas où, une lampe avant, ça peut aussi avoir des dysfonctionnements. Donc il faut toujours avoir un plan B sur les lumières avant-arrière. Et après, il y a aussi beaucoup qui ont une dynamo aussi. Donc ça permet quand même, c'est intéressant parce que ça permet d'être autonome en électricité sur l'aspect éclairage, ce qui est le paramètre le plus coûteux à recharger, qui est le plus long à recharger. Donc ça, voilà, c'est un arbitrage à faire en fonction de sa pratique au quotidien, ou si on a la chance d'avoir plusieurs vélos ou d'avoir un magasin à proximité qui fait du bon job, ça peut se faire au dernier moment aussi. Tu pars avec combien de powerbank pour recharger? Donc, je vois que sur ton vélo, donc en haut, tu as un GPS, c'est un Edge 1040 Ouais, Solar. Solar, ok. Je vois un slot quad-lock qui est fait pour ton smartphone, je suppose. Ouais. Donc, ça veut dire qu'en termes d'électronique embarquée, il y a quand même un peu de taf à recharger. Tu pars avec combien de powerbank? Alors, ça dépend un petit peu, ça dépend des types d'épreuves. S'il y a des bases de vie, etc., toutes les épreuves n'en ont pas forcément. Mais sur une épreuve type où il y a des bases de vie, là, on va dire tous les 2 jours, on va dire, voire 3, 20 000 milliampères en batterie externe, ça sera recommandé, ou alors éventuellement 2 de 10 000 au cas où sa batterie principale soit HS. D'accord. Donc moi, ce que j'avais, c'était 10 000 ampères sur une batterie externe, et après, j'avais, pour ma frontale, il y a différentes marques de frontales. Moi, j'ai pris le choix de rouler en Gollum, parce que c'est des piles rechargeables, et leur batterie, leur chargeur de batterie permet aussi de faire powerbank. D'accord. Donc j'avais plusieurs piles et chaque pile me permettait d'avoir 3500 ou 3700 milliampères. Donc x2, ou j'ai plus de piles, ça me permet d'avoir un backup et de pouvoir recharger un peu ce que je voulais sans avoir trop de contraintes. Voilà, si jamais j'ai quelque chose qui ne fonctionnait pas. Il t'est déjà arrivé d'avoir des lampes qui pètent et de devoir acheter carrément sur place? Non, ça m'est jamais arrivé. Par contre, à d'autres, oui. Ce que j'ai déjà eu, c'est un compteur qui dysfonctionnait. Donc moi, sur une semaine, j'ai pris le parti d'avoir 2 compteurs. Un compteur principal et un compteur plus basique, et encore que plus léger surtout, mais avec moins d'autonomie, mais qui me permettent de pas aller taper dans le téléphone si jamais j'ai besoin. Ça, c'est quelque chose qui a plus de chances d'arriver de mon point de vue. Après, c'est pareil. Sur une chute, malheureusement, on peut aussi casser du matériel. Donc, tout ce qui est compteur ou tout ce qui est électronique, ça peut des fois pas passer ça.
Parle-nous de la navigation, c'est-à-dire que quelqu'un qui connaîtrait pas, comment ça se passe? Tu fais un binôme GPS téléphone, parce que sur la RAF, vous n'avez pas une route obligatoire. Ah si, justement. Vous êtes obligé. Justement, alors ça c'est pareil, il y a plusieurs types d'épreuves. Donc là, il y a une trace GPS à suivre scrupuleusement. D'accord. Et après, il y a d'autres formats. Donc là, les autres formats, c'est plus des profils aventuriers parce qu'il y a l'aspect ultra, mais il y a aussi d'autres épreuves où là, il est impératif de passer sur des checkpoints précis, mais la trace entre ces derniers n'est pas obligatoire. Donc c'est quand même un aspect navigation que moi je ne connais pas. Pourquoi pas un jour? Mais là, c'est un profil un petit peu plus aventurier. Il n'y en a pas d'épreuve en France, à ma connaissance, sur ça. À l'étranger, il y en a. Et ça n'a rien à voir. Ça fait appel à toutes les ressources que l'humain ou le cycliste peut avoir à affronter. Donc le sommeil, la nourriture, la navigation. Là, c'est complet. C'est comme un marin. C'est pareil. Donc là, tu navigues principalement, tu rentres la trace dans le Garmin, enfin dans ce GPS-là, oui, au départ, et tu la suis. Elle est segmentée parce que c'est des traces qui sont longues, Ouais. donc c'est c'est lourd et il faut que ça soit réactif. Donc elle est segmentée. Donc je la charge entre chaque base de vie en général. Les traces sont préfaites et on reset. Tac, je passe à la carte suivante, à la trace suivante. Et c'est plutôt sympa. Juste une petite chose sur la transmission. Est-ce que tu t'amuses à relubrifier un petit peu durant ou sur les bases de vie peut-être, où tu fais ça? Oui, alors c'est important d'avoir une petite fiole d'huile, ne serait-ce que si jamais il pleut, etc. Même si la route peut être sale aussi. Et ouais, il faut nettoyer sa chaîne, c'est un petit peu difficile. Mais là, j'avais prévu des petites lingettes dans chaque base de vie où j'ai passé un petit coup. Ça fait quand même du bien d'avoir un vélo qui fonctionne, qui soit silencieux. Juste une dernière chose sur l'étude posturale, c'est-à-dire que tu refais une position spécifiquement chaque année en prévision d'un objectif, ou c'est ta position que tu connais bien et qui évolue progressivement? Alors en fonction de la pratique et du setup sur le vélo, elle est un tout petit peu différente sur donc là le Roubaix par rapport à un tarmac. Je suis un tout petit peu plus bas sur le Roubaix parce que je passe beaucoup de temps sur les prolongateurs et avec l'expérience, j'ai eu des petites faiblesses au niveau tendineuse qui m'ont fait varier, mais c'est vraiment des petits ajustements pour limiter ces petites douleurs. Donc moi, ce que je trouve très important, c'est surtout en prévision d'une course longue, il faut aller se tester sur des distances plus courtes, déjà voir si on aime bien, parce que déjà des fois des gens veulent toujours faire plus et aller faire la grande distance directement, mais des fois ça peut être un petit peu traumatisant, un peu trop difficile, et ça peut même dégoûter certains. Donc tester son matériel sur des distances inférieures, ne serait-ce que sur une épreuve ou aller même faire de l'itinérance, ça peut être aussi bien, voir comment on gère la solitude, l'alimentation, le fait de manquer, et c'est des étapes qui sont importantes à cocher. Sur les vêtements, Guillaume, tu pars quand même avec un petit setup pour changer peut-être de fond de cuissard, de choses comme ça au cours des kilomètres, ou tu te lances avec une tenue, je parle pas de veste, je parle de choses comme ça, je parle surtout peut-être du cuissard et du maillot de corps et du maillot. Ouais, alors le textile, faut faire attention de ne pas manquer de quelque chose, donc faut mieux avoir un peu trop que pas assez. Alors sur une semaine, donc il y a quand même des bases de vie. Il y en a il y a 2 dropping bags en général, donc on 2 endroits où on change de cuissard, ça c'est indispensable. Après moi j'ai le pli d'avoir pas mal de crème de cuissard dans des petits pots que je prépare à l'avance, donc je m'en mets tous les jours. Et il faut quand même arriver à se nettoyer un petit peu, entre guillemets, entre les arrêts. Donc des petites lingettes nettoyantes, c'est bien. Et j'avais de la crème réparatrice aussi que je m'appliquais une fois être propre. Parce que quand on commence à avoir un petit peu mal ou des frottements à cet endroit-là, ça peut mettre un peu en péril la semaine. Donc moi, ça fonctionne bien. On n'est pas tous égaux sur ça. Mais crème cuissard, crème réparatrice et un petit peu d'hygiène, c'est des choses que j'avais dans mes sacoches. Guillaume, si tu devais donner 3 conseils à quelqu'un qui veut débuter l'ultra, ce serait quoi aujourd'hui? Ou 2, ce qui m'intéresse, c'est quels tips
d'un cycliste que tu croiserais dans la rue, quel tips lui donnerais-tu? Quelqu'un qui dit, Guillaume, moi je t'admire, j'aimerais bien faire pareil que toi, je veux vivre les mêmes expériences, c'est génial. Ça serait quoi les conseils que tu pourrais lui donner? Alors déjà, pas brûler les étapes, mais surtout, c'est des points qu'on a un petit peu abordés, mais garder la notion de plaisir, de challenge, rêver. Et après, c'est bien de s'imprégner quand même des personnes autour de soi. C'est facile maintenant avec les réseaux sociaux. Il y a des personnes alors c'est pas fasciné, mais qui te donnent envie d'aller sur des terrains que peut-être tu ne pensais pas être capable de faire. Donc moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je pensais pas être capable de faire des choses comme cela. Et pas brûler les étapes. Et c'est surtout que c'est la façon en fait dont on fait la distance qui fait tout. Là, on abandonne parce qu'on roule trop vite. On abandonne parce qu'on mange pas assez bien. C'est surtout ces petits paramètres-là qui font abandonner quelqu'un et pas réagir à chaud. On peut avoir un mauvais passage, mais après, ça peut revenir. Faut pas se polluer trop l'esprit. Et se tester sur des épreuves inférieures. Et après, on va dire qu'il y a tellement de choses maintenant. Il y a 10-15 ans, il y avait peu d'épreuves ultra. Maintenant, il y a aussi des épreuves où on peut faire des circuits. Donc, par exemple, il peut y avoir une boucle de 200, une boucle de 300. On revient un petit peu sur une base de vie. Ça permet déjà d'avoir un aperçu de ce que peut être l'ultra. Et après, d'aller un peu plus loin si on le veut. Et après, il faut y aller, il faut rêver. Non, il faut pas se fixer de limites, mais il faut être conscient quand même de la difficulté de la chose. C'est pas parce qu'on roule pas vite que c'est pas dur. Quelle est l'erreur que tu le vois plus souvent chez les débutants? C'est de partir trop vite. C'est d'aller trop vite, trop rapidement. Et faut pas être trop focus sur les chiffres. Moi, j'aime beaucoup les chiffres, mais faut profiter de ce qu'il y a autour. Les chiffres, faut un peu les oublier. Quel est le prochain objectif? Alors là, tu m'as dit un petit objectif à court terme, parce que tu fais souvent des choses un peu folles pour ton anniversaire. Je crois que t'avais fait le tour de l'Ardèche exact il y a 1 an ou 2, je crois. Donc c'était il y a 2 ans. Après, pour moi, j'ai un coup de cœur sur l'Ardèche, mais ça, tout le monde le sait. Je vois pas le temps passer, en fait. Donc déjà, le fait de pas avoir le temps passer sur le vélo, c'est un bon signe. Donc forcément, tout est plus facile à partir de là. Non, après, le vélo, c'était pas le setup RAF, mais je combats un peu l'âge avec le vélo. Et quand j'ai eu 30 ans, je me suis dit, je vais me faire quelque chose que j'aime bien, donc forcément un petit peu de vélo, mais j'essaie de faire des sorties qui me plaisent. Donc à 30 ans, je vais faire 300 bornes au mois d'octobre. C'est pas forcément la meilleure saison. Parce qu'il y a le temps, il fait froid le matin, chaud l'après-midi. Il y a des amplitudes thermiques. Donc à 30 ans, j'ai fait 300, 31, 310. Et là, j'arrive à mes 37. Donc j'ai la préparation de mes 37 ans et ma sortie des 37 ans. Donc là, je vais retourner en Vendée en 2 étapes pour arriver à faire ma sortie de 370. Et c'est pour ça que là, le vélo est presque prêt. Bon, ok. Ça donne pas envie d'avoir 50 ans quand même. Non, mais je vais m'arrêter à 40 ans parce qu'il faut que ça reste pas une contrainte. Je trouverai d'autres choses plus tard. Guillaume, merci d'avoir consacré une petite heure avec nous. Avec plaisir. Je pense qu'on se reverra parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a certains détails sur le matériel, sur la nutrition, sur toutes ces choses-là où il faudrait qu'on détaille un peu plus et je pense qu'on se reverra. Guillaume, un gros merde du coup pour ton défi pour remonter. Oui, après c'est du plaisir. Je peux prendre mon temps. Faire la course sur une semaine ou l'aventure sur une semaine, on regarde un peu tout le temps. On veut pas perdre de temps, donc c'est aussi bien des fois d'avoir des moments où on prend un peu plus le temps, on s'arrête quand on veut. Il faut un peu de tout. C'est important. Pour te suivre, on peut te suivre sur Instagram, notamment si on veut suivre un peu tes périples, tes aventures. Ouais, alors je suis pas le plus actif, mais j'aime quand même partager un petit peu ce que je fais, parce qu'il y a quand même une grosse communauté maintenant, et il y a beaucoup de gens qui font des trucs sympas. Merci beaucoup Guillaume d'être venu avec nous. Avec plaisir. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain podcast. Restez connectés, abonnez-vous justement à vos plateformes de podcast de diffusion, favorites, de manière à être notifié dès la dernière parution. Il y a la newsletter du site L'Expert Vélo aussi, si vous voulez être tenu des actualités. On se dit à très très vite pour un prochain podcast. Ciao, ciao. Retrouvez toute l'actualité de l'Expert Vélo sur www.l'expertvélo.com.